Jacques Aristide dans la capitale américaine, ravi de vous retrouver dans Washington Forum en ce dernier jour du mois de mars. Gros plan sur la guerre en Ukraine, plus d'un mois après l'invasion russe. Les combats se poursuivent, les pourparlers également, sur fond d'une vive polémique survenue lors de la récente tournée en Pologne du président américain Joe Biden. Les effets du conflit se font déjà sentir au moment où la planète tente de se remettre de la pandémie de Covid-19. L'Afrique, jugée particulièrement vulnérable aux séquelles de cette guerre, appelle à l'aide. Une issue diplomatique est-elle toujours envisageable ? Comment les pays africains peuvent-ils se protéger des répercussions de la crise russo-ukrainienne ? Détails et décryptage à venir avec nos invités. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. Débuté le 24 février dernier, l'invasion russe de l'Ukraine se poursuit. Le chef de l'État ukrainien, Volodymyr Zelensky, a vu des signaux positifs en provenance des négociations en Turquie. Mais son pays n'a pas pour autant l'intention de relâcher les efforts militaires, tandis que Moscou a évoqué des entretiens substantiels. Washington, pour sa part, a parlé d'un repositionnement des troupes russes près de Kiev, mais pas d'un vrai retrait. La guerre menée par la Russie en Ukraine, où en est-on un mois plus tard? Tour d'horizon des derniers développements avec Yacouba Ouedraogo. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est entrée dans son deuxième mois cette semaine, avec des fortunes diverses pour les uns et les autres sur le terrain et dans les coulisses de la diplomatie. La Russie a promis mardi de radicalement réduire son activité militaire en direction de Kiev et Tchernogiv, dans le nord-est de l'Ukraine. L'Ukraine affirme reprendre peu à peu du terrain, notamment près de Kiev, où les combats font rage. À Irpin, à 20 km de la capitale, le maire a annoncé lundi la libération de sa ville, qui était occupée par des troupes russes. Nous avons de bonnes nouvelles aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons libéré Irpin. Maintenant, nous effectuons une opération de nettoyage. Il n'est pas encore possible de retourner à Irpin. Ce n'est pas encore sûr. Nous consolidons nos nouvelles positions. Nous allons ensuite nous déplacer pour libérer Boucha, Hostomel et Vorzel. Cependant, dans l'est de l'Ukraine, le calvaire de Mariupol, cité portuaire stratégique sur la mer d'Azov, se poursuit. La ville demeure la cible de bombardements russes incessants et subit un siège sans merci. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, estime que dans l'ensemble, les objectifs de la première étape de l'offensive sont atteints. La réduction du potentiel militaire des forces armées ukrainiennes et la libération de Donbass. Cette invasion de l'Ukraine par la Russie a été au centre d'un discours prononcé samedi par le président Joe Biden dans la capitale polonaise, Varsovie. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie, car les peuples libres refusent de vivre dans un monde de désespoir et de ténèbres. Nous aurons un avenir différent, un avenir meilleur, enraciné dans la démocratie et les principes, l'espoir et la lumière de la décence et la dignité de la liberté et des espérances. Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. La Maison-Blanche a ensuite clarifié ses commentaires du président Biden, disant qu'il ne préconisait pas un changement de régime à Moscou. Le président Emmanuel Macron estime qu'il ne faut pas être dans l'escalade ni des mots ni des actions. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son gouvernement étudie la question de la neutralité de l'Ukraine, un des points centraux dans les négociations avec la Russie pour arrêter le conflit. Ces négociations ont repris mardi à Istanbul en Turquie. Elles ont été substantielles et ouvrent la voie à une rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, affirment les négociateurs des deux camps. Les documents sur lesquels nous avons travaillé aujourd'hui sur l'accord sur les garanties de sécurité de l'Ukraine sont suffisants pour annoncer et organiser la réunion des présidents. Les pourparlers ont été constructifs. Nous avons reçu les propositions de la partie ukrainienne pour examen avec leur position à inclure dans l'accord clairement formulé. Et ces propositions seront examinées dans un proche avenir, transmises au président Poutine et notre réponse sera donnée. Sur le plan humanitaire, dans le sud, 3 couloirs humanitaires ont été mis en place mardi
notamment depuis la ville assiégée de Mariupol. Le président Volodymyr Zelensky accuse les Russes de crimes contre l'humanité à Mariupol. Le nombre de réfugiés ayant fui l'Ukraine se rapproche des 4 millions selon l'ONU, qui estime à presque 6,5 millions le nombre de déplacés à l'intérieur du pays. Yacouba Ouedraogo, merci bien. L'invasion de l'Ukraine par la Russie et ses retombées planétaires. Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités pour nous proposer des clés de lecture et de compréhension de cette actualité. Via Skype de Yaoundé, Dr Samuel Gembok, enseignant permanent à l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Il est également enseignant associé à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques de Paris, et directeur général de Thinking Africa Cameroun. Amadou Cissé prend aussi part à ce numéro de Washington Forum. Amadou Cissé est économiste et il est basé dans la région de Washington, ici même aux États-Unis. Lui aussi, il nous rejoint par le truchement de Skype. Et notre troisième participant qui est avec moi sur ce plateau, le politologue américain Simon Serfaty. Il est professeur émérite à l'université Old Dominion à Norfolk, premier titulaire de la chaire Brzezinski sur la sécurité mondiale et la géostratégie au Centre d'études stratégiques et internationales à Washington, où il a été directeur du programme Europe pendant plus de 10 ans, auteur également de plusieurs ouvrages, dont Un monde nouveau en manque d'Amérique, publié chez Odile Jacob. Et je commence par vous justement, Simon Serfaty. Cette invasion russe de l'Ukraine, comment en est-on arrivé là et où en est-on aujourd'hui, plus d'un mois après? Eh bien, Jacques, il y a eu un certain nombre de surprises stratégiques. La première a été la capacité de résistance de l'Ukraine, son gouvernement, son armée, son peuple. La deuxième de ces surprises a été l'incapacité de l'armée russe à s'engager dans une guerre éclair comme il l'avait préparé, et la démonstration d'une certaine insuffisance de la part de cette armée. Troisième surprise, l'évolution des Européens et leur volonté de s'associer avec les États-Unis en renversant certaines de leurs positions vis-à-vis des sanctions, en particulier l'Allemagne. Et enfin, la fermeté de l'administration Biden, de son président, et la possibilité qu'elle a eue d'organiser une coalition qui, au fond, a fait payer un prix à la Russie. Toutes ces surprises, il faut le souligner, ont été des surprises partagées un peu partout. Donc, ce n'est pas une question de Poutine qui ferait partie d'une démarche irrationnelle, c'est simplement lui ayant tiré des conclusions qui semblaient s'imposer en fonction des tendances de ces dernières années. Après les derniers pourparlers en Turquie, le Kremlin a indiqué que les propositions de Kiev en vue d'un accord seraient étudiées. Les Ukrainiens, tout comme les dirigeants occidentaux, disent vouloir juger Moscou sur ses actes plutôt que sur ses paroles. Samuel Gembok, brièvement, quelle lecture faites-vous des dernières annonces venant des deux camps? Y a-t-il une lueur d'espoir, l'espoir de mettre un terme à cette guerre malgré les doutes? Nous avons Je pense qu'il est avec l'audio de notre invité. Alors tout à l'heure, nous allons détailler les séquelles de cette guerre. Mais d'emblée, Amadou Cissé, dans les grandes lignes, pouvez-vous nous parler des répercussions économiques après plus d'un mois de conflit? Parfaitement. Le reportage tout de suite a montré les dégâts qu'on voit tout de suite sur le plan physique. Il y a d'abord une atteinte, disons, sur le plan du capital humain. On voit le désastre, on voit les destructions sur l'infrastructure physique en Ukraine. On doit aussi voir ce qui a causé cette destruction, c'est, disons, l'appareil militaire russe. Et on peut aussi deviner toute la dédication du système de production en Russie en support à ces opérations militaires. Et dernièrement, on peut aussi déduire les activités économiques en Ukraine qui sont, disons, en déshérence, comme le montrent justement, disons, les dégâts qu'on a vus, les dégâts matériels qu'on a vus. Donc voilà, grosso modo, tout ce que je viens de dire va se traduire par un ralentissement des activités économiques, un ralentissement de la croissance économique.
et deuxièmement par une accélération de l'inflation. Et ces deux effets sont dus à la place stratégique de la Russie et de l'Ukraine, disons, dans l'économie mondiale, aussi bien sur le plan de l'énergie que sur le plan alimentaire et voilà que sur le plan de certains métaux stratégiques dans le monde. Et on va y revenir certainement. Je pense qu'on peut entendre Samuel Gembok maintenant. Samuel, alors pour revenir à la question que je vous posais tout à l'heure, y a-t-il une lueur d'espoir? Je pense qu'il est trop tôt de s'expliquer, de se prononcer sur une question qui tourne autour des enjeux relativement complexes, compte tenu des objectifs à la fois militaires et politiques que s'est fixé la Russie, et de l'autre côté des attentes internationales en termes de soutien que représente l'Ukraine. Donc il est vraiment trop tôt de se prononcer sur une lueur d'espoir. Il faut attendre comment les acteurs en conflit vont montrer patte blanche, comment ils vont exprimer leur bonne foi à travers des actes pour apprécier l'évolution d'une sortie possible du conflit. Abordons maintenant cette petite phrase improvisée par le président américain samedi dernier à Varsovie en conclusion d'une tournée européenne. On l'a entendu tout à l'heure. Joe Biden a déclaré que son homologue russe ne pouvait pas rester au pouvoir. La Maison-Blanche a aussitôt précisé que le président Biden n'appelait pas à un changement de régime. Le chef de l'État français Emmanuel Macron a lui mis en garde contre l'escalade des mots en rappelant que l'Europe n'était pas en guerre contre le peuple russe. Simon Serfati, ces quelques mots du chef de l'exécutif américain ont-ils semé le trouble en dépit du rétropédalage de la Maison-Blanche? C'est pas utile. L'insulte n'est pas une stratégie. Appeler le chef de l'État en Russie un tueur, un bourreau, un criminel de guerre, en faire un procès permanent, alors qu'il a un taux de popularité aujourd'hui en Russie de 83%, d'après des sondages tout à fait crédibles sur lesquels on compte depuis des années, c'est vraiment inutile. Et je pense qu'il vaut mieux remettre à plus tard un règlement de compte à la justice et ailleurs et laisser aux Russes le soin de choisir leur propre dirigeant. Poutine est comme il est parce que la Russie est comme elle est. Et il ne faut pas s'immuniser, je crois, dans ces débats. Oui. Alors, à propos de cette guerre, le chef de l'État sud-africain a indiqué que rien ne le pousserait à prendre une position antagoniste vis-à-vis du Kremlin, tenant l'OTAN pour responsable. La guerre aurait pu être évitée si l'OTAN avait tenu compte des avertissements de ses propres dirigeants, mettant en garde contre une expansion vers l'Est, a déclaré Cyril Ramaphosa devant le Parlement de son pays. Samuel Gembok, l'Afrique du Sud, puissance économique et diplomatique du continent, comment interprétez-vous cette position? Est-elle synonyme de neutralité ou pas? Et reflète-t-elle le sentiment de toute l'Afrique par rapport à ce conflit? Je pense que toutes les réponses peuvent être données à cette question. L'Afrique du Sud est dans son rôle. Elle est une puissance économique, une puissance politique et militaire à l'échelle du continent. Et donc, elle donne un signal, non pas aux acteurs en conflit, mais à ses homologues africains, pour montrer qu'il est capable, le président Ramaphosa dit qu'il est capable de peser dans les négociations. Ceci pour que les accords de coopération bilatérale qu'il a avec certains États sur le plan sécuritaire sur le continent puissent être pris au sérieux. Donc l'Afrique du Sud est vraiment dans son rôle, mais en même temps, il faut nuancer cette ambition de jouer un rôle décisif, parce que l'Afrique du Sud n'en a pas les moyens. Première chose, l'Afrique du Sud n'a pas le poids politique nécessaire pour peser dans un conflit où les plus grands du monde s'affrontent. La deuxième chose, c'est que l'Afrique du Sud ne peut pas le faire parce qu'elle-même a des problèmes internes qui sont importants. À l'échelle du continent, il faut qu'elle pèse de son poids pour rallier différentes positions. Il n'est pas sans ignorer que lors du vote de la résolution qui condamnait la Russie, plusieurs pays africains, plus de la moitié, avaient voté en faveur de cette résolution. Et beaucoup de pays, y compris l'Afrique du Sud, ont voté pour l'abstention. Donc la neutralité de l'Afrique du Sud montre un peu beaucoup de prudence
par rapport à la position réelle que l'Afrique du Sud peut prendre à l'issue de ce conflit. Pour des observateurs, la guerre ukrainienne pourrait être un accélérateur des fractures des relations internationales, ce qui entraînerait davantage de répercussions sur l'économie mondiale. Les sanctions imposées à la Russie ont remis sur le tapis l'hégémonie du dollar. Certains sont d'avis que la dédollarisation d'une partie de l'économie mondiale pourrait être un des facteurs majeurs de l'après-guerre. Qu'en pensez-vous, Amadou Cissé, brièvement, si vous pouvez ? Merci Jacques. Effectivement, je vois 2 points. Un, l'impact sur les relations internationales, notamment les relations économiques internationales. Depuis, sous le président Trump, il y a eu un changement dans l'économie mondiale vers plus de nationalisme. Donc, le multilatéralisme a diminué au profit des grands ensembles nationaux. Et deuxièmement, à la faveur de cette crise-là, il y a, on voit l'importance du dollar comme arme de guerre. Et par conséquent, la Russie va essayer de s'en prémunir pour, faire toutes ces opérations hors du dollar. Et les États-Unis et le camp occidental va essayer d'utiliser le dollar pour imposer des sanctions plus prenantes sur la Russie. Oui. Donc, voilà 2 mouvements qui risquent d'affecter, durablement les relations internationales vers plus de nationalisme. Et maintenant, 2 commentaires Facebook. Yao Marcelin Kofi d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Les Américains ont préféré armer les Ukrainiens pour tenir tête à la Russie au lieu de chercher à concilier les 2 positions. La meilleure manière pour les Africains de se protéger contre les répercussions de l'invasion russe est d'appeler à un cessez-le-feu immédiat, car la voix de l'Afrique compte. Commentaire également de Mwamba Emedi Ramazani de Kindu en RD Congo. L'Afrique n'est pas indépendante. Cette guerre a mis à nu les dirigeants africains, champions en importation. Apprenons à nous prendre en charge. Et voilà pour ces 2 commentaires Facebook. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. La suite de Washington Forum, ce sera après cette courte pause. Merci. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sangoya Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sangoya Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Jacques Aristide, de retour avec vous dans Washington Forum. Coup de projecteur sur la guerre menée par la Russie en Ukraine. Et nous retrouvons nos invités via Skype de Yaoundé, Dr Samuel Gembok, enseignant permanent à l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Amadou Cissé, économiste basé dans la région de Washington, la capitale fédérale des États-Unis. Et avec moi sur ce plateau, le politologue américain Simon Serfaty, professeur émérite à l'université Old Dominion à Norfolk, également ancien directeur du programme Europe au Centre d'études stratégiques et internationales à Washington. Simon Serfaty, comment les pays occidentaux et d'autres ailleurs dans le monde peuvent-ils aider l'Ukraine sans envenimer la situation? Bref, disons-le directement, sans embâge, sans déclencher une 3e guerre mondiale. Eh bien, Jacques, si je peux me permettre, avant de retourner vers votre question, j'aimerais ajouter 3 petites phrases sur ce qui vient d'être dit par mes collègues. Oui. D'une part, je crois qu'il y a soit une lueur d'espoir, soit une lueur de désespoir qui s'annonce sur les 15 jours à venir. Ou bien nous arriverons à négocier un cessez-le-feu
dans les 15 jours qui viennent, ou alors la guerre deviendra encore beaucoup plus brutale que ce qu'elle ne l'a été ces derniers 5 semaines. Deuxièmement, les conséquences géopolitiques de cet échange sont considérables. Au-delà de la transformation de l'économie internationale, il pourrait y avoir un ajustement des alliances, y compris l'alliance entre les États-Unis et l'Europe, parce que l'OTAN vient de démontrer qu'elle ne peut pas protéger les États de leur destruction. Et troisièmement, s'il est possible d'ajouter cela, le rôle des États africains est pour le moment bien joué, parce que ce n'est pas une mauvaise chose que 17 des 35 États qui se sont abstenus sur la résolution de l'ONU aient été des États africains, y compris l'Afrique du Sud et l'Algérie, et que les 2 tiers des 12 États qui n'ont pas voté, qui ont choisi de ne pas voter, étaient également africains. Il faut rester dans ce cas sur la touche parce qu'on ne peut pas influencer l'issue globale de ce conflit. Ceci étant dit, ce que les États-Unis peuvent faire pour gagner la guerre sans la faire, ce que l'OTAN peut faire, les États occidentaux, c'est d'encourager précisément à ce qu'un cessez-le-feu soit acquis en fonction d'une disposition de la part des Russes et des Ukrainiens à y mettre du leur, c'est-à-dire l'Ukraine de l'Est et du Sud-Est devra probablement être absorbée par les Russes en fonction d'un départ des forces russes du nord de l'Ukraine. Il y a un potentiel d'accord aujourd'hui parce que sans cet accord, alors c'est une ère de désespoir qui risque de s'ouvrir. Quid du rôle de la Chine en 2 mots? La Chine a un rôle à jouer parce que c'est le seul allié important dont les Russes jouissent aujourd'hui. Donc elle peut s'infiltrer, éventuellement avec l'Inde, qui s'est également abstenue à l'ONU dans le cours de ces négociations, davantage et mieux que, disons, la Turquie. Alors, pour des commentateurs, cette guerre met en lumière une lassitude mondiale vis-à-vis de l'Occident et de ce qui est perçu comme son hypocrisie. Samuel Gembok, cette lassitude est-elle palpable en Afrique et pourquoi exactement? Cette lassitude, il faut la nuancer à l'échelle du continent. Je pense qu'il faut catégoriser l'Afrique institutionnelle, celle des gouvernements, de l'Afrique citoyenne, celle des populations. Il y a beaucoup d'attentes sur le continent compte tenu de l'issue, par rapport à l'issue de cette guerre. Les populations sont davantage portées pour une victoire russe parce que peut-être fatiguées de voir la centralité de l'Occident dans les relations internationales et voir peut-être une carte nouvelle. Mais au niveau de l'Afrique des gouvernements, cette position est davantage nuancée compte tenu de l'adhésion de la majorité des États africains au vote qui sanctionne les Russes, mais aussi la neutralité que certains États expriment, qui montre la prudence qu'ils adoptent par rapport aux avantages qu'ils peuvent ou les inconvénients qui peuvent découler de l'issue de cette guerre. Si les Russes réalisent les objectifs recherchés à partir de cette guerre, ils ont des accords de coopération avec certains États et certains États pensent que l'issue de cette guerre va renforcer ou non leur coopération avec la Russie ou avec l'Occident. Le FMI, le Fonds monétaire international, indique que l'Afrique est particulièrement vulnérable aux impacts de la guerre en Ukraine par le biais de 4 canaux principaux: augmentation des prix des denrées alimentaires, hausse des prix des carburants, baisse des revenus du tourisme et potentiellement plus de difficultés à accéder aux marchés de capitaux internationaux. L'Union africaine a d'ores et déjà appelé à l'aide. Amadou Cissé, comment les pays africains peuvent-ils affronter les séquelles de ce conflit au moment où ils tentent de se remettre de la pandémie de coronavirus? En tirant les leçons appropriées de ce conflit, qui a montré que les grands circuits d'approvisionnement mondiaux ont été perturbés et que tous les pays, disons, se replient à peu près sur eux-mêmes et sur leurs alliés immédiats pour se sécuriser de ce conflit. Et voilà, c'est cela la feuille de route des pays africains. Alors le constat, c'est que le Bénin
et la Somalie sont les pays les plus touchés actuellement sur le plan alimentaire par cette crise-là. Le Bénin, je rappelle, importe la totalité de ses besoins de blé de la Russie, et la Somalie, idem. Donc, les pays africains, vu la destruction, disons, des circuits globaux d'approvisionnement, doivent faire beaucoup plus appel à leur production nationale. Voilà pourquoi tantôt j'avais parlé de transformation des relations économiques vers plus de nationalisme. Les pays africains doivent savoir maintenant compter plus sur la farine de millet, de sorgho, de fonio, pour s'en sortir, avoir de meilleures politiques agricoles, meilleure gouvernance, pour, disons, se soustraire aux chocs qui peuvent affecter les relations économiques internationales. Rapidement, deux autres commentaires Facebook maintenant. Richard Mwanda de Lubumbashi en RDC. Je regrette que l'Afrique doive toujours demander de l'aide extérieure alors que c'est un continent qui a tout sauf rien par l'oisiveté, la mauvaise gestion, la mauvaise volonté politique. Les Africains doivent se prendre en charge avant que le pire n'arrive. Et archiduc Théodore de Djamena au Tchad, la meilleure solution dans la crise russo-ukrainienne demeure l'issue diplomatique pour atténuer la douleur. Puisque la Russie est en train de mater l'Ukraine gravement, l'intervention militaire permettra à la Russie de tester l'utilisation des armes dangereuses qu'elle a fabriquées. Simon Serfati, la solution à ce conflit passera-t-elle forcément par des concessions à consentir par les deux pays et plus particulièrement par les deux hommes qui les dirigent, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine? Je crois que c'est inévitable. Zelensky, en fait, a déjà fait un certain nombre de concessions. Non-adhésion à l'OTAN, il n'en parle plus, une certaine neutralité garantie de l'extérieur. Il reconnaît qu'il ne pourra pas garder et conserver la totalité des régions du Donbass. Donc il y a essentiellement un mauvais engrenage qui est inévitable. Poutine ne rentrera pas chez lui les mains vides. Il ne peut pas le faire. Donc il se repositionne sur la partie orientale de l'Ukraine, dont il possède déjà 80% du territoire, y compris le port de Mariupol. C'est dans le port de Mariupol que se définira l'issue de la guerre, mais sans aucun doute, des deux côtés, il faudra concéder. Samuel Gembok, en deux mots, l'Afrique devrait-elle s'impliquer davantage dans la médiation? Si vous me demandez mon souhait, c'est le souhait que je vous donnerai le plus. Mais en géopolitique, la question se pose en termes de capacité. Mon souhait, c'est que l'Afrique s'implique davantage, mais elle n'en a pas les capacités, ni sur le plan politique, ni sur le plan militaire, ni sur le plan économique. Tout ce que l'Afrique a se définit en termes de potentialité. Pour qu'elle pèse, il faut qu'elle transforme ses potentialités, son potentiel, en capacité d'influence. Oui. Et Amadou, si c'est vraiment en deux mots, si cette guerre continue pendant encore de longues semaines, voire des mois, faut-il craindre une crise mondiale de la faim, en particulier en Afrique? En Afrique, bon, des difficultés sans doute, une crise peut-être. Le tout dépend des fonctions de réaction, des réactions des pays africains à la crise. Et je pense bien que ces réactions auront lieu et dans le sens positif. Oui.